Ça t'est déjà arrivé de retrouver ton enfant au petit matin avec les draps mouillés? Ou de l'entendre dire tout triste « J'ai encore fait pipi au lit ». En tant que parent, tu te demandes « Mais pourquoi ça continue? Pourtant il était propre. Et pourquoi il ne se réveille pas quand il a envie de faire pipi la nuit ?» Et parfois, malgré tous ces efforts, malgré les encouragements, malgré les tableaux de récompense, les accidents continuent. Ou alors toi, qui es professionnel de santé, tu as en soin des patients pour cette problématique? Certains professionnels se questionnent aussi parfois sur ce sujet. Mais pourtant, dans son bilan, tout est bon. Je stagne dans sa rééducation et je ne sais plus quoi lui proposer. Et si je te disais que ce n'est pas forcément une question de volonté? Et si derrière certains pipi au lit, il y avait parfois une histoire de développement neurologique, une histoire de réflexes archaïques? Et si certains réflexes impliqués dans la conscience du corps et le contrôle de la vessie n'avaient pas terminé leur travail? Dans cet épisode, je vais te parler de 2 réflexes un peu moins connus. Le réflexe spinal de Galland et le réflexe spinal de Pérez. 2 réflexes qui pourraient bien avoir un lien avec certains petits accidents nocturnes. Bienvenue dans Babig et compagnie, le podcast qui aide les parents et les professionnels à comprendre le développement des enfants autrement, et aussi celui des adultes, grâce aux réflexes archaïques. Ici, on parle réflexe et motricité, et on fait parfois quelques expériences plus ou moins folles, mais c'est toujours pour la science. Avant de commencer, petite précision importante. Le pipi au lit, qu'on appelle aussi énurésie, peut avoir de nombreuses causes. Parfois, c'est lié au sommeil, parfois à la maturation du système nerveux, parfois à une situation émotionnelle difficile. Et parfois, il faut vérifier qu'il n'y a pas une cause médicale. Donc aujourd'hui, je ne vais pas te dire que les réflexes expliquent tout, mais ils peuvent parfois faire partie du puzzle. Imagine, tu dors profondément, très profondément. Le genre de sommeil où même un troupeau de rhinocéros pourrait traverser ta chambre sans réussir à te réveiller, tu vois? Et pendant ce temps-là, ta vessie, elle se remplit tranquillement. Et normalement, quand elle commence à être pleine, elle envoie un message à ton cerveau. « Eh oh, faudrait peut-être penser à aller aux toilettes, s'il te plaît, réveille-toi. Il est temps d'aller faire pipi, là. » Le cerveau reçoit l'information, tu te réveilles, tu vas faire pipi, fin de l'histoire. Enfin, en théorie, c'est comme ça. Parce qu'en pratique, il faut que tout ton système nerveux communique correctement. Petit exemple. Ton téléphone sonne, tu décroches, mais ton cerveau, lui, il n'a pas décroché. C'est comme si le message était brouillé, ou l'appel arrive trop tard, ou alors la ligne est occupée. Et donc, quand un enfant fait pipi au lit, c'est pas forcément qu'il ne veut pas répondre au téléphone. C'est peut-être simplement que la communication entre la vessie et le cerveau n'est pas encore parfaitement au point. Et c'est là que certains réflexes archaïques peuvent entrer en jeu. Commençons par le réflexe spinal de Galland. Le Galland, il apparaît pendant la vie intra-utérine lors de la grossesse. Pour le tester chez un bébé, on peut stimuler un côté de son dos, le long de la colonne vertébrale. Le corps réagit en se courbant du côté stimulé. Ce réflexe aide notamment le bébé à se dandiner pendant l'accouchement pour naître, pour pouvoir descendre. C'est un peu un de ses premiers modes de propulsion. Mais normalement, en grandissant, ce réflexe s'intègre. Le bébé prend le contrôle des mouvements d'inclinaison de son dos et il est alors capable de se retourner facilement du dos au ventre, de faire la toupie à plat ventre pour pivoter, puis de se mettre à ramper, entre autres, grâce à son spinal de Galland. En grandissant, ce réflexe devient plus discret, on le voit de moins en moins à la stimulation, il mature, il s'intègre. Il laisse la place à un contrôle volontaire du corps dans les mouvements d'inclinaison. Mais imaginons maintenant que ce réflexe reste très actif. Ton enfant est assis sur une chaise. Son t-shirt frotte contre son dos, ou le dossier de sa chaise touche son dos. Puis à la maison, dans son lit, c'est le drap qui bouge légèrement pendant son sommeil et qui chatouille les côtés de sa colonne vertébrale. Et son système nerveux continue à réagir
à toutes ces petites stimulations, comme s'il était toujours en mode alerte. Certains praticiens observent alors chez ces enfants davantage d'agitation, de difficultés à rester assis longtemps, et parfois des difficultés liées à la gestion de la vessie. Comme si les circuits neurologiques impliqués dans le contrôle des sphincters manquaient encore un peu de maturité. Un autre fait intéressant qu'on observe, cette zone du dos correspond également au trajet du méridien de la vessie décrit en médecine traditionnelle chinoise. Drôle de coïncidence, non ? Chacun pourra en tirer les conclusions qu'il souhaite. Et puis, je t'ai parlé d'un autre réflexe intéressant pour ce sujet. Il y a le réflexe spinal de Pérez. Lui également, encore peu connu, et pourtant, si tu t'y intéresses, tu vas voir, il est fascinant. Quand on stimule la colonne vertébrale du bas vers le haut chez un nouveau-né, tout son corps réagit. Le dos se redresse, la tête se soulève, le bassin participe au mouvement. Car ce réflexe crée une connexion entre son bassin et son crâne. Il l'aide à sentir son axe central, à aligner et ériger sa colonne vertébrale. C'est un réflexe qui mobilise tout l'axe du corps, comme une grande vague qui remonte de la colonne jusqu'à la tête. Et ce n'est pas un hasard si ce réflexe intéresse particulièrement certains professionnels qui travaillent autour de la continence, parce qu'il implique des zones du corps très proches des circuits neurologiques qui participent au contrôle des sphincters. Pour sentir qu'une vessie se remplit, encore faut-il bien sentir ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Et Pérez participe justement à cette conscience de l'axe central du corps. Encore une fois, attention, ça ne veut pas dire que tous les enfants qui font pipi au lit ont un réflexe de Pérez non intégré. Mais cela peut être une piste à explorer parmi d'autres. Je te propose une petite expérience. Oui, je te l'ai dit, on fait des expériences ici. Observe ton enfant lorsqu'il joue, ou ton patient si tu es professionnel de la santé. Lorsqu'il est assis, lorsqu'il est concentré, est-ce qu'il change constamment de position? Est-ce qu'il s'affale facilement sur le côté? Est-ce qu'il semble avoir du mal à se poser contre le dossier de sa chaise? Ou au contraire, est-ce qu'il paraît parfaitement stable et confortable? Parce que la continence, ça n'est pas seulement une histoire de vessie, c'est aussi une histoire de conscience corporelle, de perception des sensations internes, de communication entre le cerveau et le corps. Si tu réalises une stimulation en faisant glisser ton doigt ou un objet le long de sa colonne vertébrale, du bassin vers son crâne, et qu'il se dandine dans tous les sens, que sa tête ou son bassin se redresse, voire même que ça lui donne envie d'aller aux toilettes. Peut-être que son Pérez l'embête encore. Maintenant, si tu réalises le même test en descendant sur les côtés de sa colonne vertébrale, sur ses muscles paravertébraux, et que son dos s'incline sur le côté, ou qu'il se met à gigoter dans tous les sens, peut-être que son réflexe de galant l'embête encore. Si tu observes ce type de réaction, ça pourrait constituer un indice intéressant à explorer avec un professionnel formé au réflexe. Le pipi au lit, c'est pas toujours un problème de motivation, c'est parfois un problème de communication. Alors la prochaine fois qu'un petit accident arrive, la vraie question n'est peut-être pas pourquoi il fait encore pipi au lit, mais plutôt qu'est-ce que son système nerveux est encore en train d'apprendre? Y aurait-il un réflexe qui aurait besoin d'un peu d'attention en ce moment? Parce qu'aucun enfant ne choisit de faire pipi au lit. Aucun enfant ne se dit « Tiens, cette nuit, je vais mouiller mes draps juste pour faire plaisir à mes parents. » Si seulement, ça serait beaucoup plus simple. Un truc formidable avec les réflexes archaïques, c'est qu'ils nous invitent à regarder au-delà du symptôme, à observer le corps, les mouvements, la posture, le sommeil, la conscience corporelle, et à chercher des pistes de compréhension plutôt que des coupables. Et ce qui est génial de travailler avec les réflexes archaïques, c'est qu'ils apportent de nombreuses pistes de traitement supplémentaires. Car on ne va pas accompagner un réflexe spinal de Pérez et un réflexe spinal de Galant de la même manière. Et pourtant, ils peuvent donner des symptômes similaires sur certains domaines. D'où l'intérêt d'en tester plusieurs pour pouvoir adapter le traitement derrière. Et puis comme souvent avec les réflexes archaïques, les choses sont rarement aussi simples, car un même symptôme
peut parfois être influencé par plusieurs réflexes différents. Pour l'énurésie et l'incontinence, on pourra également, entre autres, aller fouiller des réflexes comme l'agrippement palmaire et l'agrippement plantaire, qui concernent le lâcher-prise physique et le lâcher-prise mental, la gestion des colères et des frustrations. Qu'est-ce qui m'embête dans la vie? Et pour l'incontinence, qu'est-ce qui me fait chier, au sens physique et au sens mental? Prends soin du développement des enfants et du tien. Observe leurs mouvements et leurs comportements, et le tien également. Faire du lien entre le corps, la posture, les émotions, la gestion du stress, les stratégies d'apprentissage, le comportement et les relations sociales grâce aux réflexes archaïques. Et si tu fais toi-même des expériences, comme aller retravailler tes propres réflexes archaïques pour mieux te connaître, c'est pour la science, hein? Si cet épisode t'a parlé, tu peux découvrir mes ateliers et formations sur Babig Compagnie. À bientôt pour parler réflexes et motricité.